Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. Aimez-nous et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires captivantes. Plongeons-nous dans l'histoire. Le soleil matinal perçait doucement les toits de Yuyo, projetant des rayons dorés à travers les fenêtres fissurées du modeste appartement de Suzanne Charles. Un parfum de papaye et de savon frais flottait dans l'air tandis que sa petite propriété bourdonnait d'une excitation silencieuse. Suzanne se tenait devant le miroir, le cœur battant doucement sous sa robe de dentelle empruntée. Ses cheveux naturels formaient une couronne simple mais élégante, ornée de perles d'ivoire qui scintillaient délicatement. Sa peau rayonnait, non pas de maquillage, mais de paix et de joie sincère. Enseignante bienveillante et altruiste, Suzanne avait passé la majeure partie de sa vie à prendre soin des autres, orphelins, élèves, voisins. Mais aujourd'hui, pour une fois, c'était elle qui était célébrée. Elle allait épouser l'homme qu'elle avait tant désiré, celui qui lui avait promis la stabilité, Solomon Austin. Solomon arriva en retard à la cérémonie, son costume bleu marine parfaitement repassé, le visage impassible. Né et élevé à Lagos, Solomon s'était bâti une réputation de banquier de haut vol à Abuja. Ambitieux et acerbe, il était le genre d'homme capable de conquérir une salle en silence et de conclure des contrats à plusieurs millions de naira sans effort. Pour beaucoup, il était le genre de partenaire dont toute femme rêve. Mais pour Salomon, le mariage était moins une question d'amour qu'une question d'image et de timing. La beauté simple et le caractère attentionné de Suzanne en faisaient un choix judicieux, contrastant avec les mondains bruyants qui l'entouraient constamment à Abuja. Elle était humble, loyale et sans complications. Parfaite pour l'instant, tandis qu'il signait le registre de mariage et posait devant l'objectif avec un sourire crispé, les yeux de Suzanne brillaient d'un espoir indicible, tandis que celui de Salomon était distant, calculateur. Il la félicita poliment, l'embrassant même sur le front pour la foule, mais ne la regarda jamais dans les yeux. La petite cérémonie se termina sous les acclamations de la famille de Suzanne et de quelques élèves qu'elle avait formés au fil des ans. Il n'y eut pas de réception grandiose, pas de prestation de célébrité, juste des rires, du riz emballé dans du papier aluminium et des bouteilles de malt échangées entre les mains. Suzanne s'en fichait. Elle ne se mariait pas par extravagance. Elle se mariait parce qu'elle croyait en l'amour. Sa mère, veuve, versait des larmes de joie, murmurant des prières à l'oreille de Suzanne tandis qu'ils s'embrassaient. Alors que le soleil se couchait et que les jeunes mariés montaient à bord d'un petit véhicule en direction d'Abuja, Suzanne serrait fermement la main de Solomon, inconsciente que ses pensées étaient déjà à des kilomètres, préparant déjà son prochain geste. C'était un nouveau départ pour elle, mais pour Solomon, ce n'était qu'un moyen d'arriver à ses fins. Abuja scintillait la nuit. Des gratte-ciels de Matama au salon privé de Wastu, la ville vibrait d'ambition, de politique et de péché chuchoté. Solomon Austin s'est intégré avec aisance dans ce monde. Le jour, brillant stratège financier, il a accumulé distinctions et promotions à la Zenith Shore Bank. Mais le soir, il dînait avec des sénateurs, trinquait avec des magnats et croisait le regard de femmes qui détenaient des secrets comme des armes. C'est ainsi qu'il a rencontré Esther Johnson, une responsable des relations publiques aux jambes longues, aux lèvres menaçantes et au sourire à faire fondre l'acier. Leurs chemins se sont croisés pour la première fois lors d'un lancement d'entreprise sur un luxueux toit-terrasse d'Azokoro. Elle gérait les relations presque d'un milliardaire du secteur technologique. Il fut invité en tant qu'investisseur clé. Tandis que d'autres échangeaient des cartes de visite, Esther étudiait Salomon avec la précision d'une chasseresse. Il était vif, élégant et distant, exactement comme elle appréciait ses hommes. En 15 minutes, leurs plaisanteries se transformèrent en flirt. En 30 minutes, elle lui glissa sa carte et lui promit « Appelle-moi quand tu seras prêt à être adoré ». Esther Johnson n'était pas seulement belle, elle était stratège. Née à Wari et élevée à Port Harcourt, elle s'était frayé un chemin dans l'élite d'Abuja grâce à son charme, son esprit et sa brutalité. Elle considérait l'amour comme un fardeau et le mariage comme un business. Son rêve était simple, devenir la première dame du Nigeria, d'une manière ou d'une autre. Mais en attendant, elle se contenterait de bâtir son influence auprès d'hommes puissants. Et Salomon était sa prochaine cible. Quelques jours après leur rencontre, il l'appela sous prétexte d'avoir besoin de services de relations publiques pour un séminaire bancaire. Elle arriva à son bureau vêtue d'un chemisier en soie ajusté, son parfum audacieux et délibéré. À la fin de leur premier dîner d'affaires, ils étaient réunis dans sa suite privée du Transcor Hilton. Solomon,
qui touchait à peine Suzanne chez lui, fut enchanté par l'audace fougueuse d'Esther et sa capacité à flatter son ego et son ambition. L'affaire s'est enchaînée. Solomon a commencé à passer ses week-ends avec Esther et Jaby sous prétexte de retrait professionnel. Elle lui murmurait à l'oreille ses rêves, ses aspirations politiques, ses empires commerciaux, une vie sans bagages, sans épouse charnue ni valeur provinciale. Elle nourrissait sa soif d'en savoir plus et il dévorait chaque mot. Esther, malgré son charme, n'avait aucune envie de partager. Elle exigeait l'exclusivité, laissant entendre que s'il voulait vraiment gravir les échelons du pouvoir à Abuja, il lui fallait une partenaire à la hauteur de ses ambitions, et non une partenaire qui s'accroche à la loyauté rurale et aux marmites. Et Salomon, enivré par l'illusion qu'elle lui offrait, commença à la croire. Peu à peu, ses appels téléphoniques à Suzanne se firent rares. La chaleur de sa voix s'estompa, et dans son cœur, l'idée du divorce commença à germer, non pas comme une trahison, mais comme une amélioration nécessaire. Le silence dans leur duplex de Guarimpa s'alourdissait de semaine en semaine. Suzanne Charles se retrouvait souvent assise au bord de leur lit en acajou, les doigts serrés autour de son chapelet, les lèvres tremblantes de prière qu'elle n'osait jamais réciter à voix haute. Salomon était devenu un étranger entre les murs de leur maison, ne la rejoignant plus pour les dévotions du soir, ne touchant plus au repas qu'elle préparait avec amour. Il rentrait tard, parfois bien après minuit, toujours avec une odeur d'eau de Cologne coûteuse qui n'était pas sa marque habituelle, parfois une légère odeur de parfum féminin. Suzanne n'était pas bête. Les signes étaient là. Son obsession soudaine pour son téléphone, sa réticence à la laisser toucher à son linge, ses longues absences pour des déplacements bancaires urgents qui ne coïncidaient avec aucun calendrier d'entreprise connu. Son cœur se brisa lentement, silencieusement, sous ses côtes. Mais elle ne dit rien. Non pas qu'elle s'en fichait, mais parce qu'elle s'en souciait trop. Chaque soir, après le dîner, Suzanne s'agenouillait devant son modeste autel de prière dans la chambre d'amis et versait ses larmes en psaumes. Elle implorait Dieu de restaurer l'amour de son mari, de lui montrer comment agir, de guérir ce qui était brisé en lui ou en elle. Mais chaque fois qu'elle se relevait, la seule réponse qu'elle ressentait était la paix, pas des solutions. Pourtant, elle refusait de se battre. Une femme douce construit son foyer, la voix de sa mère résonnait toujours dans ses pensées. Alors, au lieu de disputes, elle répondait par des gestes d'amour. Elle repassait ses chemises, même s'il ne la remerciait jamais. Elle l'attendait toujours, espérant qu'un soir il viendrait, s'assoirait à côté d'elle et lui parlerait comme avant. Mais Salomon ne fit que s'éloigner, son corps présent mais son âme à des kilomètres. Le silence de Suzanne n'était pas une faiblesse, c'était sa forme de résistance. Son refus de sombrer dans l'amertume devint son bouclier. Pour se distraire, Suzanne a commencé à faire davantage de bénévolat à l'orphelinat Saint-Raphaël, situé non loin de là. Elle a commencé par une visite le samedi, puis s'est transformée en séance d'enseignement régulière, en aide à la lessive et même en organisation de collecte de nourriture. Les enfants se blottissaient contre elle comme une chaleur réconfortante par temps froid, l'appelant « Tante Suzy » avec un sourire radieux. Avec eux, elle se sentait vue, entendue et appréciait tout ce qu'elle ne ressentait plus chez elle. Sœur Hélène, la directrice de l'orphelinat, remarquait la tristesse de Suzanne, mais jamais sa fierté. Au contraire, elle lui laissait la place de servir, de sourire et de se rétablir lentement. Grâce au rire des enfants et à la force tranquille de la prière, Suzanne reconstruisit son âme, petit à petit. Elle n'exprima jamais ses soupçons à Salomon, ne consulta jamais son téléphone, ne prit jamais d'assaut son bureau. Au contraire, elle attendait une réponse divine, ignorant qu'elle était déjà en route, écrivant sous la forme d'une tragédie, d'une transformation et d'un homme qu'elle n'avait pas encore rencontré. L'appartement d'Esther Johnson à Jaby n'était pas un nid d'amour ordinaire, c'était un empire en devenir. Les murs étaient ornés de photographies encadrées d'elle aux côtés de ministres, d'ambassadeurs et de géants de l'industrie. Sur ces étagères en verre trônaient des objets soigneusement sélectionnés, provenant de collectes de fonds politiques et de soirées de gala, trophées d'une femme qui comprenait que le pouvoir n'était pas seulement une question d'argent, mais aussi d'association. Solomon Austin, autrefois confiant en son étoile montante, se retrouvait souvent réduit au silence dans le monde d'Esther. Elle parlait en acronyme et citait les noms des politiciens comme de lointains cousins. Mais au lieu de l'intimider, cela l'enchantait. Elle lui avait promis une vie loin de la monotonie de la finance, une vie d'influence, de visibilité et de proximité avec Ozorok.
Et Suzanne? Elle n'avait aucune place dans cet avenir. C'est un dimanche après-midi, autour d'un brunch, qu'Esther se pencha sur la table, les doigts entrelacés autour de son verre de vin, et prononça les mots qui allaient briser le lien final du mariage de Salomon. Tu es trop puissant pour te cacher derrière une femme qui ne brille que dans les salles de classe et les orphelinats, dit-elle avec un petit sourire calculateur. Si tu veux vraiment rejoindre le cercle du gouverneur, si tu veux une carrière qui fait la une des journaux, il te faut une femme qui attire les regards, quelqu'un qu'il respecte, quelqu'un comme moi. Salomon resta silencieux au début. Mais l'idée avait germé depuis longtemps, et maintenant, elle était pleine de tentations. Esther l'avait mis en contact avec des clients politiques, l'avait aidé à conclure des contrats qui avaient triplé son portefeuille et l'avait présenté à des réunions privées réunissant les personnalités influentes du Nigeria. Et à chaque fois, il la présentait simplement comme un partenaire, tandis que Suzanne restait un nom distant, mentionné seulement en cas d'absolue nécessité. Au cours des semaines suivantes, Esther intensifia sa campagne. Elle organisa des rencontres avec un ancien sénateur qui laissa entendre qu'il aiderait Salomon à obtenir un contrat de logement fédéral sous réserve de clarification sur ses questions familiales. Elle le poussa à repenser son image, lui conseilla d'emménager dans une résidence plus ouverte au public et commença même à travailler sur un dossier de relations publiques excluant toute trace de Suzanne. « Tu es une marque » murmura-t-elle lors d'une de leurs nuits intimes. Les marques ne pèsent pas lourd. Salomon, désormais plongé dans l'illusion de la grandeur, commença à voir sa femme non pas comme une femme qu'il s'était juré d'aimer, mais comme un fardeau. Elle ne correspondait pas à sa vision. Elle n'avait pas sa place sur les photos de campagne. Et pire encore, elle ne lui demandait rien, n'exigeait jamais sa place, ce qui facilitait son effacement. La décision de divorcer de Suzanne ne lui semblait plus cruelle. Elle lui semblait nécessaire. Et Esther, souriante comme une reine en devenir, scella le plan par un baiser et une promesse finale. La quitter. Et je ferai de toi un roi. Le restaurant scintillait de lumière dorée, ses lustres oscillant doucement au-dessus du sol en marbre poli. La grotte de velours était l'un des lieux les plus prestigieux d'Abuja, où les politiciens scellaient leur mariage et les magnats faisaient leurs demandes en mariage à la lueur des bougies. Suzanne Charles, vêtue d'une robe émeraude modeste mais élégante, avait passé 3 heures à préparer ce qu'elle croyait être la célébration de leur 5e anniversaire de mariage. Elle avait réservé elle-même une table, Salomon prétextant être trop occupé. Malgré la distance, malgré le fossé émotionnel qui s'était creusé entre eux, elle gardait espoir. Peut-être que ce soir serait différent. Peut-être la reverrait-il, non pas comme une simple colocataire ou une ombre, mais comme la femme qu'il avait juré d'aimer. À son arrivée, elle trouva une table déjà réservée au nom de Salomon, éclairée par une douce lueur de bougies et dressée pour 3 personnes. Elle n'a pas posé de questions. Peut-être avait-il invité un ami. Peut-être était-ce une surprise. Mais la surprise était vêtue de satin rouge sang. Esther Johnson arriva devant Salomon, confiante et cruellement radieuse, ses talons claquant comme un défi sur le sol de marbre. Elle s'assit en face de Suzanne sans invitation, les lèvres étirées en un sourire condescendant. « Tu as l'air adorable, » dit-elle d'une voix teintée de moquerie. Suzanne cligna des yeux, perplexe. « Tu dois te tromper. Je suis ici pour dîner avec mon mari. Esther. Oh, je suis exactement là où je dois être. » Avant que Suzanne puisse répondre, Salomon apparut, impeccable dans son smoking gris, l'air indéchiffrable. Il n'embrassa pas sa femme. Il ne complimenta pas sa tenue. Il s'assit simplement à côté d'Esther, sortit une enveloppe marron et la glissa sur la table. « Suzanne, » dit-il d'une voix dénuée de chaleur. « Je crois qu'il est temps d'arrêter de faire semblant. » Les mains tremblantes de Suzanne ouvrirent l'enveloppe, ses yeux scrutant le langage froid et juridique qui dansait devant elle en une formation cruelle. Demande de divorce. Son soufflet se bloqua. Autour d'eux, les légers cliquetis des câlins et les murmures se transformèrent en un silence complet. Les convives s'immobilisèrent, les yeux rivés sur le spectacle. Suzanne ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Ses larmes arrivèrent les premières, coulant silencieusement tandis qu'elle fixait l'homme qu'elle avait aimé à travers le silence et l'absence, la solitude et la prière. « Pourquoi » murmura-t-elle enfin. « Que ai-je fait pour mériter ça ?» Esther se pencha, ses ongles rouges tapotant la table d'un air suffisant. Il avait juste besoin de se mettre à niveau. « Toi, tu ne correspondais plus au portrait. » Suzanne se leva, sa chaise grinçant contre le sol. « Salomon, s'il te plaît,
implora-t-elle d'une voix à peine étouffée par un sanglot. Mais il se contenta de hocher la tête en direction des papiers. « Signez-les, dit-il simplement. Suzanne s'enfuit du restaurant en larmes, titubant dans l'air nocturne tandis que rires et murmures résonnaient derrière elle. Les lumières de la ville brouillaient sa vision, sa dignité se dispersant sur le carrelage de marbre comme du verre brisé. Elle lui avait tout donné. Sa confiance, sa patience, sa loyauté, et il l'avait échangée contre de la vanité. Tandis qu'elle courait dans l'obscurité, pieds nus et brisés, elle ignorait que quelque chose de bien plus grand l'attendait au-delà de ce chemin. Mais à cet instant, Suzanne ne ressentait que la douleur. Et derrière elle, Esther tendit la main par-dessus la table, prit un verre de vin et porta un toast froid à un nouveau départ. L'air nocturne d'Abuja était lourd d'un silence que seul le chagrin pouvait susciter. Suzanne Charles courait sans savoir où ses jambes la menaient, la vue brouillée par les larmes et l'humiliation. La douce couleur émeraude de sa robe lui collait aux pieds tandis qu'elle titubait pieds nus sur le trottoir, chaque sanglot l'étranglant comme un poing invisible. Le monde autour d'elle, les klaxons, les gens qui circulaient, les néons qui clignotaient, devenaient un flou de couleurs et de bruit. Ses mains tremblaient, les papiers du divorce toujours serrés dans ses mains comme une condamnation à mort. Son cœur, autrefois rempli d'espoir d'un amour ravivé, se brisait à chaque pas. Elle n'entendait pas les gens l'appeler derrière elle. Elle ne remarquait pas les regards inquiets des passants. Elle ne ressentait qu'un vide et le besoin de continuer à avancer. Sans réfléchir, Suzanne quitta le trottoir et trébucha sur la voie rapide principale qui menait à Ozo Drive. Son esprit était absent. Elle était toujours au restaurant, revivant le rire d'Esther, le regard froid de Salomon, le silence des clients qui l'avaient vu s'effondrer. Elle fonçait droit dans la circulation, les yeux aveuglés non par les phares, mais par le chagrin. Les automobilistes faisaient des embardées et klaxonnaient. Les pneus crissèrent de panique. Certains juraient à voix basse. D'autres baissaient les vitres pour l'avertir. Mais Suzanne n'entendit rien. Ses pieds continuaient de bouger, son corps engourdi par le chaos qui l'entourait. Et puis, en un instant, une seconde haletante et figée, un SUV noir déboula au coin d'une rue, faisant partie d'un convoi rapide, ses vitres teintées dissimulant la plus grande puissance du pays. Le conducteur cria, freina brusquement, mais il était trop tard. L'impact fut violent. Suzanne fut projetée à plusieurs mètres de la route, son corps se tordant dans les airs avant d'atterrir en tas sur le trottoir. Le convoi s'est immédiatement immobilisé. Les agents de sécurité ont sauté des véhicules qui suivaient, armes au poing, scrutant les menaces. Les civils ont crié et se sont précipités. Mais depuis le SUV de tête, la portière arrière s'ouvrit lentement et dépassa un homme en cafetan anthracite. Au regard perçant et à la démarche imposante, le président Michael Vincent en personne. Son convoi revenait d'une réunion diplomatique à huis clos lorsque le destin s'en mêla. Voyant la silhouette fragile étendue, immobile, le front ruisselant de sang, il se fraya un chemin devant ses assistants surpris et s'agenouilla à ses côtés. « Comment s'appelle-t-elle » aboya-t-il. Personne ne le savait. « Appelez une ambulance, tout de suite » cria-t-il, sa voix tranchant la panique. Tandis que les sirènes hurlaient au loin, Michael plaça doucement sa main sur la tête de Suzanne, dont la respiration était faible et le pouls faible. Elle était inconsciente que sa vie venait d'entrer en collision, littéralement, avec le pouvoir. Le président retira sa montre et la plaça dans sa paume, geste symbolique pour s'assurer que les médecins lui accordaient la priorité. « Tout ira bien » murmura-t-il, sans savoir pourquoi. Quelque part derrière lui, son chef de cabinet murmura dans son oreillette. Mais les yeux de Michael restèrent fixés sur la femme brisée devant lui, inconscient que cette rencontre allait changer non seulement son destin, mais aussi le sien. L'ambulance présidentielle fendit la nuit d'Abuja, telle une lame de rasoir, ses gyrophares fendant l'obscurité, ses sirènes hurlant comme si la conscience de la ville s'était réveillée. À l'intérieur du véhicule, le président Michael Vincent était assis avec une femme qu'il ne connaissait pas, une femme dont le nom n'avait même pas été prononcé et dont le corps brisé avait réveillé en lui quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Sa tête reposait délicatement contre le blazer plié qui ornait autrefois ses puissantes épaules. Du sang avait séché sur son front, et son bras pendait mollement du brancard. Ses lèvres étaient légèrement entr'ouvertes, murmurant des mots incohérents entre deux respirations superficielles. L'équipe médicale à l'intérieur s'activa rapidement, mais Michael ne la quittait pas des yeux.
Pas une seule fois. Est-elle stable? Demanda-t-il sèchement. L'ambulancier hocha prudemment la tête. Oui, monsieur. Mais elle a besoin d'examens urgents. Il pourrait y avoir un traumatisme interne. Dès leur arrivée au centre médical Zénith, un établissement de haute sécurité réservé aux fonctionnaires, le personnel hospitalier fut stupéfait. Les agents de sécurité s'écartèrent tandis que les médecins s'efforçaient de comprendre la situation. Aucune annonce n'avait été faite. Aucun avertissement. Juste l'arrivée soudaine de l'homme le plus puissant du Nigeria, portant une femme blessée dans ses bras. Elle est conduite directement à l'unité de traumatologie, ordonna-t-il. Je veux les meilleurs chirurgiens. Je veux des résultats en 10 minutes. Son ton était inattaquable. Les infirmières l'ont emmené, mais Michael l'a suivi, rompant avec des décennies de protocole présidentiel. Le chef de la sécurité a hésité, mais a cédé sous le regard noir du président. Quelques minutes plus tard, Suzanne subissait une série d'examens, scanners, radiographies et évaluations neurologiques. Tandis que Michael attendait dans le couloir froid et stérile, les mains jointes. Les heures passaient, ses assistants tentaient de le joindre. Les ministres lui envoyaient des SMS. Les mises à jour de sécurité s'accumulaient. Mais Michael refusait de partir. Il s'assit dans un coin de la salle d'attente, les yeux rivés au sol, perdu dans ses pensées. Il avait déjà vu des civils blessés, victimes de bousculades sur les marchés, d'incendies et du chaos des jours d'élection. Mais quelque chose chez cette femme le captivait différemment. Peut-être était-ce sa façon de serrer les papiers du divorce, le sang tachant les bords. Peut-être était-ce sa façon de marmonner, même inconsciente, comme si elle cherchait quelqu'un qui l'avait déjà abandonné. Il ne connaissait pas son histoire, mais il n'en avait pas besoin, pas encore. Tout ce qu'il savait, c'est qu'elle comptait. Et jusqu'à ce qu'il soit sûr qu'elle irait bien, le Nigeria pouvait attendre. À 3h17, le chirurgien-chef est apparu, l'air sombre. Michael s'est immédiatement levé. Elle est vivante, a dit le médecin. Mais elle ne marchera plus jamais. Sa colonne vertébrale est fracturée. Un silence s'abattit entre eux, tel un verdict. Michael déglutit, hocha la tête et, à travers la vitre, entra dans l'unité de soins intensifs où Suzanne gisait, fragile, inconsciente, son monde sur le point de basculer à jamais. Et à cet instant, il prit une décision. Il ne la quittait pas. Les jours suivants s'écoulèrent lentement dans le calme de la suite présidentielle réservée à Zénith Médical. Suzanne Charles sombra dans l'inconscience, son corps faible mais vivant, son esprit partagé entre chagrin et confusion. Chaque fois qu'elle ouvrait les yeux, une odeur stérile d'antiseptique embaumait son nez. Mais aussi le même visage, celui du président Michael Vincent. Souvent vêtu d'un simple cafetan, sans garde d'apparat, sans agitation médiatique, juste un homme calme dont le regard laissait transparaître des questions qu'il ne savait comment poser. Au début, Suzanne crut avoir une hallucination. L'idée que le président du Nigeria, l'homme le plus puissant du pays, soit assis à côté de son lit d'hôpital lui semblait un rêve cruel. Mais jour après jour, il revenait, non pas en dirigeant, mais en homme qui avait vu sa douleur et refusé de la quitter. Dès qu'elle eut retrouvé sa voix, Suzanne commença à parler, prudemment et doucement. Michael ne posa aucune question indiscrète. Il écouta simplement. Lentement, elle lui raconta tout. Son mariage avec Solomon Austin, sa souffrance silencieuse, la trahison, le dîner d'anniversaire, l'humiliation publique, les lèvres rouges et cruelles de la femme qui se moquait d'elle, la signature froide sur les papiers du divorce. Chaque mot ouvrait un mystère en Michael, et lorsqu'elle parla de sa course aveugle sur la route, la voix tremblante du souvenir de la tristesse, il comprit qu'il n'entendait pas seulement une histoire. Il était témoin d'une force qu'il n'avait pas vue depuis des années. Une femme brisée, mais toujours bienveillante. Brisée, mais toujours digne. Et sans s'en rendre compte, il avait commencé à s'en soucier. Un soir tranquille, sous la douce lumière de l'aile privée du jardin de l'hôpital, Michael emmena Suzanne dehors prendre l'air. Une brise tiède soufflait dans les arbres tandis qu'ils étaient assis sous le baobab. « Pourquoi n'es-tu pas parti ?» lui demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Michael la regarda, les mains croisées sur ses genoux. « Parce que quand Dieu met quelqu'un sur ton chemin avec une telle violence, tu ne t'en vas pas. » Suzanne rit faiblement. Violemment, en effet. Un silence suivit, mais sans gêne. C'était plein de non-dits. Puis, sans cérémonie, sans pression ni protocole, Michael la regarda dans les yeux et dit doucement « Épouse-moi ». Suzanne cligna des yeux,
perplexe. Quoi? Il le répéta, calme et clair. Laisse-moi te protéger. Laisse-moi t'apporter la paix. Pas de fanfare. Pas de caméra. Juste toi et moi. Au début, elle refusa, paralysée, en deuil, indigne à ses propres yeux. Mais Michael insista. Non par pitié, mais par admiration. Il admirait sa force tranquille, sa résilience, sa grâce face à l'abandon. Dans la semaine, une cérémonie discrète fut organisée. Pas de gros titres, pas de robe. Juste un pasteur privé, 2 témoins tenus au secret et un certificat de mariage signé dans la chapelle privée du président. Le monde n'en savait rien. Pas encore. Mais dans cette promesse silencieuse échangée entre eux, Suzanne Charles, infirme, le cœur brisé, abandonnée, venait de devenir la première dame du Nigeria. La villa présidentielle d'Ozorok, souvent imaginée par le public comme un lieu de jeu de pouvoir constant et d'enjeux politiques importants, était étonnamment sereine à l'intérieur. Derrière les hautes clôtures, loin de l'attention médiatique et des rumeurs politiques, Suzanne Charles menait désormais une nouvelle vie, une vie dont elle n'avait jamais rêvé ni souhaité l'être. Celle qui partageait autrefois un modeste duplex à Guarampa et passait ses soirées à donner des cours particuliers à des orphelins résidait désormais dans une suite ornée de rideaux de velours, de plafonds dorés à la feuille et offrant une vue sur les jardins présidentiels impeccablement entretenus. Et pourtant, pour Suzanne, la majesté ne signifiait rien sans la guérison. Brisée physiquement, marquée émotionnellement, elle était désormais confrontée au défi le plus intime de sa vie. Réapprendre à vivre. Chaque matin commençait par le silence. Non pas celui de la solitude, mais celui de la routine et de la réflexion. Sa chambre était aménagée pour son confort, lit bas, espace adapté au fauteuil roulant, fleurs fraîches envoyées quotidiennement depuis la serre privée de Michael. Mais c'est la thérapie qui devint sa bouée de sauvetage. L'aile médicale privée de la villa avait fait venir par avion le docteur Damalola Ease, l'un des meilleurs physiothérapeutes du Nigeria, pour accompagner la convalescence de Suzanne. Femme calme et perçante d'une 40aine d'années, Damalola ne traitait pas Suzanne comme une VIP. Elle la traitait comme une battante. Chaque jour, Suzanne était emmenée en fauteuil roulant dans la salle de thérapie où les barrières rembourrées, les tables d'étirement et le doux fond sonore de jazz devenaient son champ de bataille. Les séances étaient difficiles. Ses muscles criaient. Son dos lui faisait mal. Son corps refusait de coopérer. Mais Suzanne n'avait jamais pleuré, pas de douleur en tout cas. Ses larmes avaient été versées à Guarenpa. Désormais, tout ce qu'elle voulait, c'était avoir le contrôle. En dehors de la thérapie, Suzanne restait discrète. Seuls quelques assistants savaient qui elle était vraiment. On avait dit au personnel qu'elle était une proche parente du président en convalescence, et ils obéirent sans poser de questions. Elle sortait rarement de ses quartiers, sauf pour se promener dans le jardin, où Michael la rejoignait souvent le soir. Ils échangeaient à peine des mots pendant ces promenades. Il se contentait de pousser lentement sa chaise, l'écoutant lorsqu'elle avait envie de parler, la réconfortant lorsqu'elle ne le voulait pas. Le lien entre eux restait discret, mais indéniable. Il ne reposait ni sur des gestes pompeux ni sur du flirt. C'était né de la présence, d'une présence quotidienne. Suzanne trouvait aussi de l'apaisement dans de petites routines. Nourrir les cartes koi de la villa dans le bassin de la cour, écrire un journal près de la fenêtre au crépuscule et décorer progressivement son espace avec des objets qui lui ressemblaient. Une Bible sur la table de nuit. Des photos d'enfants de l'orphelinat. Une petite photo encadrée du dernier anniversaire de sa mère, la seule image qu'elle avait emportée avec elle en quittant son ancienne maison. Il y avait encore des moments où les ombres du passé s'insinuaient, des éclairs d'indifférence de Salomon, le rire d'Esther, la douleur de l'humiliation. Mais elle ne la consumait plus. Dans le calme de la villa, entre séances de thérapie et tendresse tacite, Suzanne retrouvait peu à peu son intégrité. L'effervescence autour du cercle privilégié d'Abuja commença par des murmures et se transforma rapidement en gros titres. Solomon Austin était arrivé. Quelques mois après avoir finalisé son divorce avec Suzanne, son nom est devenu synonyme d'investissements audacieux et d'influence soudaine. Il a fait la couverture de magazines financiers, a été invité à prendre la parole lors de sommets économiques et s'est vu proposer un siège au sein de plusieurs conseils d'administration. Avec Esther Johnson à ses côtés, Solomon n'était plus seulement un banquier en pleine ascension. Il était désormais considéré comme l'un des hommes d'influence politique les plus prometteurs de la capitale. Sa transformation fut spectaculaire.
Il troqua ses costumes classiques contre des vêtements de créateurs importés, conduisit une nouvelle Mercedes Maybach blindée et emménagea dans une luxueuse demeure à Azokoro, dotée de baies vitrées et d'une salle de cinéma privée. De l'extérieur, il semblait avoir pris les bonnes décisions. En coulisses, Esther travaillait sans relâche. Son expérience en relations publiques lui donnait un poids considérable auprès des médias et elle positionnait Solomon non seulement comme un homme d'affaires, mais aussi comme un visionnaire. Elle rédigeait des articles, organisait des interviews et organisait des dîners élégants pour des sénateurs, des commissaires et des magnats du pétrole. Chaque geste était calculé. Lors des événements, elle jouait le rôle de partenaire de soutien et de complice, veillant à ce que Solomon soit toujours mis en valeur. Elle a parlé de ses ambitions futures avec une clarté codée, évoquant par exemple notre entrée dans l'arène supérieure ou l'entrée de Salomon au service de la nation. Leur réseau s'est élargi. Leur richesse a augmenté. Et l'illusion d'un couple parfait et puissant se consolida. Plus ils grimpaient, plus ils croyaient avoir laissé derrière eux tout ce qui était inutile, y compris la douce enseignante que Salomon appelait autrefois son épouse. Aucun d'eux ne savait que Suzanne était en vie. L'accident n'avait jamais fait la une des journaux. Michael avait veillé à ce que les médias restent silencieux. Esther supposait que Suzanne avait disparu dans l'oubli, peut-être retournée dans son village, honteuse. Salomon n'a jamais posé la question. Le passé était mort pour lui, remplacé par les soirées de gala, les brunchs d'affaires et l'attente d'une nomination politique. Il parlait de nouveaux départs lors de réceptions, inconscient de la cruelle ironie de ses mots. Dans leur monde d'opulence et d'ambition, le nom de Suzanne n'était jamais mentionné. Pour eux, elle était oubliée, un chapitre clos, un détour mineur sur la route de la grandeur. Ce qu'ils ignoraient, c'est que la femme qu'ils avaient laissée derrière eux avait non seulement survécu, mais vivait désormais au cœur même du pouvoir qu'ils convoitaient tant. Bien que Suzanne Charles vive désormais derrière les murs fortifiés d'Ossorok, son cœur ne s'éloigne jamais des enfants qu'elle a autrefois éduqués et élevés. Le traumatisme de la trahison, la douleur de la paralysie et le silence accablant de la villa présidentielle l'ont forcée à se replier sur elle-même pendant un temps. Mais lentement, doucement, Suzanne a commencé à retrouver sa voix, non pas dans des discours ou des interviews, mais dans des actes de service silencieux. Sa force ne provenait pas du pouvoir, mais d'une volonté. Un après-midi, alors qu'elle tenait son journal près de la grande fenêtre de la villa, Suzanne demanda à son assistante de la mettre en contact avec le directeur de l'orphelinat Saint-Raphaël, où elle avait été bénévole. Elle n'utilisa pas le nom de la présidente. Elle ne voulait pas de reconnaissance. Tout ce qu'elle demandait, c'était de faire un don, anonymement. Ce don était le premier d'une longue série. En quelques semaines, des colis de secours ont commencé à arriver dans les orphelinats et les refuges pour femmes du territoire de la capitale fédérale. Ni tapac sans grave-l'œil ni ostentatoire, juste ce dont elles avaient le plus besoin. Matelas, couches, manuels scolaires, uniformes, protections hygiéniques, réservoirs d'eau potable. Chaque article était livré discrètement, accompagné d'un petit mot manuscrit d'un ami qui ne vous a pas oublié. Suzanne a tout coordonné depuis sa chambre. Elle a catalogué les demandes, supervisé les livraisons et même recherché des fournisseurs locaux pour s'assurer que l'argent reste dans chaque communauté. Cela lui a permis de rythmer sa journée, de se concentrer et de se ressourcer. Le personnel autour d'elle commença à remarquer le changement. Ses sourires devinrent moins forcés. Sa posture se redressa. Elle riait plus souvent, surtout lors de ses séances de thérapie avec le docteur Damalola, qui commença à l'appeler Madame Lumière, affirmant qu'elle illuminait chaque pièce sans même essayer. Et ce n'était pas seulement son engagement caritatif qui marquait sa transformation. Suzanne commença à accepter sa nouvelle identité, discrètement mais fermement. Elle ne reculait plus devant les miroirs ni n'évitait les fenêtres. Elle demandait des livres sur le droit, le leadership et le service public. Lors de dîners privés, elle posait au président Michael des questions sur la politique, notamment en matière d'éducation et de santé. Il restait souvent assis, le regard amusé et admiratif, à l'écouter décortiquer les problèmes avec une intelligence douce et brillante. « Tu aurais dû être sénatrice », lui avait-il dit un jour, et elle se contenta de sourire en répondant « Je préfère les tableaux noirs ». Ce qu'elle ne disait pas, c'est que sa flamme revenait, non pas pour gouverner ou se vanter, mais pour servir là où ses cicatrices lui avaient donné la perspicacité. Bien que personne ne connaisse son nom dans les tabloïds ni ne l'affiche en couverture des magazines,
l'impact de Suzanne se fit discrètement sentir dans toute la ville. Une jeune fille d'un orphelinat de Ludby reçut son premier fauteuil roulant. Une veuve de Guadalajara trouva de nouveaux lits pour ses 10 enfants. Une école publique de Neyana avait suffisamment de craies et de manuels pour un trimestre entier. Et quelque part dans les couloirs de marbre du pouvoir, Suzanne était assise en silence, enveloppée dans sa dignité tranquille. Elle n'avait plus besoin d'être vue pour compter. Elle se levait, non pas bruyamment, mais avec grâce. Le salon de la demeure Azokoro de Salomon et Esther baignait d'une douce lumière dorée. Des sculptures de verre reflétaient l'éclat du lustre suspendu, tandis qu'un immense écran plat scintillait doucement en arrière-plan. Esther Johnson, enveloppée dans une robe de soie, était allongée sur un canapé en velours, sirotant un vin importé, tandis qu'une émission matinale nationale diffusait des interviews de divers philanthropes et humanitaires. Elle n'était pas pleinement attentive. Son esprit était occupé par la planification du prochain événement politique pour le lancement de la campagne sénatoriale de Salomon. Mais quelque chose attira son attention. Une voix douce, une posture familière. Une femme vêtue d'une robe en okara bleu clair, assise dans un fauteuil roulant, entourée d'enfants souriants dans un orphelinat. La légende disait, un donateur anonyme apporte de la joie aux enfants de Neyana. Esther se pencha en avant. La caméra s'est brièvement arrêtée sur le visage de la femme, capturant un sourire chaleureux tandis qu'elle distribuait les cartables. Ce fut un instant fugace. Aucun nom n'a été donné. Aucun titre annoncé. Juste une femme généreuse et calme qui fait bouger les choses. Mais pour Esther, c'était comme si un fantôme avait pénétré dans son salon. Son verre de vin lui glissa des mains et se brisa sur le sol. « Non, c'est impossible, murmura-t-elle. Elle attrapa la télécommande et rembobina la vidéo, l'arrêtant juste devant le visage de la femme. Son visage était plus fin, encadré de cheveux naturels et illuminé d'une douce sérénité. Mais ses yeux, la hantaient. « Suzanne, murmura-t-elle. Salomon entra dans la pièce à ce moment précis, ajustant sa cravate. « Quel est ce bruit » demanda-t-il nonchalamment, jetant à peine un coup d'œil à la télévision. Esther ne répondit pas immédiatement. Sunker Essembala. Ses pensées tourbillonnèrent. Comment Suzanne pouvait-elle être à la télévision? Elle était censée être partie, humiliée, oubliée, brisée. Que faisait-elle dans un orphelinat? Et pourquoi avait-elle l'air si calme? Esther changea rapidement de chaîne. Rien, dit-elle. Juste une fonction inutile. Salomon n'insista pas davantage. Mais Esther ne parvenait pas à chasser cette image. Toute la journée, elle resta distraite, son esprit revoyant ce bref sourire, ce fauteuil roulant, cette aura de puissance tranquille. Elle se mit à parcourir les réseaux sociaux de manière obsessionnelle, à la recherche d'un indice, d'un nom, mais ne trouva rien. C'était comme si la femme à l'écran n'existait pas. Ce qu'elle ignorait, c'est que Suzanne avait intentionnellement gardé son identité secrète, à la demande de Michael et à la sienne. Esther n'arrivait pas encore à rassembler les pièces du puzzle, mais la présence de cette femme la troublait profondément. Elle ne reconnaissait pas le nouveau statut de Suzanne, mais quelque chose au fond d'elle lui disait que le passé qu'elle croyait avoir effacé la surveillait peut-être encore. Et cette pensée, aussi lointaine fût-elle, la bouleversa profondément. Le soleil projetait de doux rayons sur le sol en marbre d'Emerald Plaza, l'un des lieux de shopping les plus exclusifs d'Abuja. Connu pour ses boutiques de créateurs, ses cafés gastronomiques et sa clientèle politique, c'était un lieu où le pouvoir et la richesse circulaient librement entre les escalators polis et les comptoirs de parfumerie. Suzanne Charles arriva discrètement dans un SUV noir, accompagnée d'un discret assistant présidentiel qui la conduisit sans bruit dans le centre commercial. Son apparence était simple. Pas de bijoux, pas de maquillage, juste un chemisier crème et un peignoir ocre qui se fondaient parfaitement dans la foule. Personne ne la reconnaissait. C'était intentionnel. Suzanne n'était venue que pour acheter des livres et des fournitures pour un nouvel orphelinat qu'elle avait décidé de soutenir à Cuges. Le centre commercial était bruyant, empli de rires désinvoltes et de talons résonnants, mais elle restait calme, passant devant les vitrines avec une grâce tranquille. Elle s'arrêta devant une librairie, admirant un rayon de romans pour enfants, quand le bruit de talons aiguilles se rapprocha, sec, délibéré, empreint d'arrogance. Esther Johnson passa devant une boutique de luxe, flanquée de 2 vendeuses portant des sacs. Elle était radieuse dans sa robe moulante rouge, le rouge à lèvres assorti, et son énergie attirait l'attention.
Elle rit à une remarque de son ami, jetant sa tresse de manière théâtrale par-dessus son épaule, quand son regard se figèrent soudain. À moins de 3 mètres d'elle, assise dans un fauteuil roulant, le visage légèrement penché vers une exposition de livres de coloriage, se trouvait une femme qu'elle connaissait. Son ventre se serra. Elle plissa les yeux. Puis un sourire malicieux et lent se dessina sur son visage. « Tiens, qu'est-ce qu'on a là ?» Suzanne se retourna, surprise, et croisa immédiatement le regard de la dernière personne qu'elle voulait voir. « Suzanne Charles ?» dit Esther d'un ton moqueur, assez fort pour attirer l'attention. « J'ai failli ne pas te reconnaître assise comme ça. » Et voilà. Un couple à proximité se tourna vers le tumulte, pressentant le drame. Suzanne, posée et calme, leva les yeux mais ne dit rien. « Tu as l'air différente, » continua Esther en la contournant lentement comme un prédateur. « Plus de talons, plus de mari, plus de dignité, je vois. La vie a été clémente avec moi. J'imagine que tout le monde n'est pas fait pour survivre dans les hauteurs. » Elle gloussa, la voix teintée de venin. Son assistante se tenait là, maladroite, hésitante entre rire et intervenir. Les mains de Suzanne tremblaient légèrement sur ses genoux, mais elle gardait la tête haute. « Je suis contente que tu sois dehors, » ajouta Esther, continuant à tourner autour d'elle. Certaines personnes disparaissent après avoir été abandonnées. Mais toi, regarde-toi, tu continues à ramper dans la ville comme si tu comptais. Elle sourit, rejeta ses cheveux en arrière et se pencha vers elle. « Laisse-moi te donner un conseil, ma chérie, évite ce genre d'endroit. Le pouvoir et la pitié ne font pas bon ménage. » L'ambiance à l'Emerald Plaza restait vibrante, animée par l'énergie du week-end, les enfants riant près du kiosque à glace, les agents de sécurité échangeant des blagues futiles et la musique afrobeat résonnant doucement dans les enceintes voisines. Suzanne Charles était restée calme après les moqueries d'Esther. Elle avait vaqué à ses occupations, visité la librairie, acheté des provisions et demandé à son assistante de la conduire jusqu'à la sortie. Mais une panne technique avait paralysé l'ascenseur le plus proche, les obligeant à se diriger vers le large escalier central en marbre poli qui descendait du 2e étage jusqu'au hall principal. Son assistante s'éloigna brièvement pour s'enquérir de la rampe d'accès alternative. Et pendant un instant, Suzanne resta seule, assise en silence près du haut des marches, perdue dans ses pensées, attendant patiemment. Cet instant allait devenir le point de bascule. Esther Johnson l'observait depuis l'autre côté du couloir. Elle n'avait pas quitté le centre commercial, comme elle le prétendait. Au lieu de cela, elle s'attardait, arpentant la pièce, furieuse de la façon dont Suzanne avait silencieusement repoussé ses insultes avec ce calme irritant. Cela la dérangeait. Ça avait toujours été le cas. Esther aimait les réactions, démolir les gens avec des mots et les voir s'effondrer. Mais Suzanne ne pleurait pas. Elle n'a même pas bronché. Ce visage posé. Cette dignité tranquille. Cela la rendait plus furieuse que des larmes. Et maintenant, Suzanne était assise là, dans un fauteuil roulant, au bord du balcon supérieur, près de la cage d'escalier, seule et vulnérable. Pour Esther, ce n'était pas seulement une tentation, c'était une opportunité. La malice montait dans sa poitrine comme un battement de tambour. L'orgueil lui murmurait de cruels encouragements à l'oreille. Et avant que la logique ne puisse l'interrompre, ses talons aiguilles claquèrent avec une détermination mortelle. Elle s'est approchée par derrière, faisant semblant de consulter son téléphone. Personne ne l'a remarqué. Les agents de sécurité étaient distraits. Les clients étaient trop occupés. Suzanne, inconsciente, resta immobile, regardant le parking en contrebas à travers la rambarde vitrée. Puis, d'un geste rapide, froid, délibéré, irréversible, Esther posa ses 2 mains sur le dossier du fauteuil roulant et poussa. Le bruit du métal frottant contre le marbre emplit l'air. Des exclamations de surprise retentirent. Le temps ralentit. Le corps de Suzanne bascula en avant tandis que le fauteuil roulant basculait, l'élan la tirant de son siège. Son cri transperça le centre commercial comme une lame tandis qu'elle dévalait le large escalier, ses bras s'agitant désespérément avant de s'effondrer près du pied. Son sac de course se renversa, papiers et livres s'éparpillant sur le carrelage brillant. Les clients hurlaient. Les gérants du magasin couraient. Quelqu'un criait à l'aide. Une femme s'évanouit. Et au milieu du chaos, Esther resta au sommet, figée un instant, puis se retourna brusquement et tenta de se fondre dans la foule. Mais c'était trop tard. Depuis un balcon voisin, flanqué de 2 agents de sécurité infiltrés, se tenait le président Michael Vincent,
le visage crispé par l'horreur, les mains serrées. Il était venu au centre commercial sans prévenir pour une visite privée d'une exposition pour enfants organisée par le ministère de l'Éducation. Il ne s'attendait pas à voir sa femme. Il ne s'attendait certainement pas à la voir être violemment poussée dans les escaliers comme un déchet. Et maintenant, alors que les gardes se précipitaient vers Suzanne et que d'autres poursuivaient Esther, sa présence changea tout. Ses yeux ne clignèrent pas. Sa voix, quand elle retentit, résonna comme le tonnerre. Arrêtez-la. Immédiatement. Les rires et les bavardages d'Emerald Plaza s'éteignirent sous le poids des halètements collectifs. Le cri de Suzanne et le fracas de son fauteuil roulant dévalant les escaliers de marbre résonnèrent dans tout l'édifice. Ce fut un moment qui sembla s'étirer à l'infini, un tourbillon de tragédie se déroulant devant des dizaines d'yeux stupéfaits. Au dernier étage du centre commercial, le président Michael Vincent, vêtu d'une simple chemise blanche et d'un pantalon bleu marine, se tenait cloué sur place, incapable de respirer. Ce qui avait commencé comme une visite tranquille un après-midi pour soutenir une exposition pour enfants s'était transformé en quelque chose de profondément personnel, de déchirant. Car dans ce flou de membres tordus et de sacs de courses éparpillés, il reconnut la seule personne dont la douleur était devenue un élément de sa propre guérison, Suzanne. Son cœur battait fort. Tout autour de lui se dissolvait. Il ne voyait pas les clients courir. Il n'entendit pas les cris de panique. Il ne put se concentrer que sur la silhouette brisée, affalée au pied du grand escalier, immobile, les bras écartés, une sandale pendant à son pied, le bas de son peignoir déchiré. L'espace d'un instant, il eut l'impression que l'histoire se répétait, l'accident, l'impuissance, la peur de la perdre à nouveau. Sa main serrait si fort la rambarde que la peau de ses jointures pâlit. « Non » murmura-t-il, les yeux écarquillés, la gorge sèche. « Pas encore. » Ce n'était pas seulement la chute qui l'horrifiait, c'était le caractère délibéré de l'acte. Il l'avait vu de ses propres yeux. Langley, la force, la femme derrière la chaise. Son visage. Esther. Le détachement de sécurité de Michael se mit en position, reconnaissant le danger avant même que les ordres ne soient donnés. Mais c'était sa voix, aiguë, tremblante, tonitruante, qui faisait tourner les têtes et glaçait même les officiers les plus courageux. « Cette femme » cria-t-il en désignant Suzanne, puis la silhouette qui tentait de s'éloigner. « Celle en rouge. » Elle la poussa. « Arrêtez-la, immédiatement. Et faites-la soigner, Madame la Première Dame, sans tarder. » Le titre lui échappa comme un coup de feu, clairement entendu par plusieurs fonctionnaires à proximité. Des exclamations de surprise s'élevèrent. « Première Dame » Des murmures confus s'élevèrent parmi le personnel et les citoyens alentour. Les journalistes qui couvraient le programme éducatif à proximité levèrent les yeux, stupéfaits. La femme qu'ils avaient vue se faire moquer, rabaisser et jeter dans l'escalier. Était-ce l'épouse du président? Michael descendit l'escalator en trombe, frôlant la sécurité, l'émotion se lisant sur son visage. Il tomba à genoux près de Suzanne à l'arrivée des secours, lui effleurant le front d'une main tremblante. « Je suis là, Suzanne. Je suis là, » murmura-t-il d'une voix rauque. Elle avait une petite coupure sur la tempe et sa respiration était saccadée. Tandis que les médecins la hissaient délicatement sur une civière, il ne bougea pas. Le poids de ce qu'il venait d'observer ne l'avait pas encore complètement atteint, mais la rage bouillonnait dans sa poitrine. Il lui avait offert paix, sécurité et dignité. Et voilà que quelqu'un avait de nouveau tenté de la lui arracher, en plein jour. Il leva les yeux vers la femme en rouge, entourée par la sécurité du centre commercial. Et à cet instant, Michael Vincent comprit que ce n'était plus seulement personnel. C'était la guerre. Le chaos s'était emparé de l'atrium d'Emerald Plaza comme un étau. Les spectateurs restaient figés sous le choc, leurs smartphones levés, certains diffusant déjà en direct la tournure surréaliste des événements. La sécurité du centre commercial encerclait Esther Johnson, qui paniquait sous le poids de la prise de conscience. Sa démarche assurée s'était transformée en un pas frénétique lorsque les gardes l'ont saisi par les deux bras. « Que se passe-t-il? Lâche-moi » aboya-t-elle en se tortillant violemment sur ses talons de créateur. Sa posture autrefois parfaite s'est effondrée en quelques secondes, sa voix s'élevant tandis que les murmures s'élevaient autour d'elle. Un jeune agent de sécurité, visiblement secoué, a lu l'ordre sur un talkie-walkie. Elle doit être détenue sur instruction présidentielle. Utilisez la force le moins possible, mais ne la laissez pas quitter ce bâtiment. Au moment où le mot « présidentiel »
résonna dans l'espace, le cœur d'Esther s'arrêta. Son regard parcourut la foule, se souvenant soudain du visage de Michael à l'étage. L'homme qu'elle vit descendre l'escalator, brouillé par la rage, l'homme maintenant agenouillé à côté de Suzanne avec une urgence crue, n'était pas un simple inconnu inquiet. Il était président du Nigeria. Et la femme qu'elle venait de bousculer avec une satisfaction cruelle était la première dame. Son souffle lui bloqua la gorge. « Attendez. Attendez, il y a eu une erreur, balbutia-t-elle, mais personne ne l'écouta. Les gardes resserrèrent leur étreinte. Les gens ont commencé à filmer. Les journalistes venus pour un autre événement se sont précipités, reconnaissant un scandale en préparation. Les flashs ont commencé à éclater. Des renforts de sécurité arrivèrent de la villa, en costume noir et oreillettes, bloquant toutes les issues. Le monde d'Esther échappa à tout contrôle. En quelques minutes, Solomon Austin fit irruption dans l'entrée du centre commercial, cravate desserrée, téléphone toujours serré dans une main. Il avait reçu un message affolé de l'assistante d'Esther, urgence. Center commercial. Problème avec la sécurité. Mais rien ne l'avait préparé au spectacle qui s'offrait à lui. Esther entourée d'agents armés, menottés, les cheveux en bataille, hurlant de manière incohérente. « Qu'est-ce qui se passe » aboya-t-il en fondant la foule. « C'est ma partenaire. Elle n'a rien fait de mal. » Un soldat, lui, a barré la route. « Monsieur, veuillez vous écarter. » J'ai dit, « Savez-vous qui je suis ?» J'appellerai moi-même l'inspecteur général. Un autre officier s'est avancé. « Monsieur Solomon Austin, » a-t-il dit froidement. « Cette affaire ne relève pas de votre compétence. Aucune ingérence ne sera tolérée. » Décret présidentiel. Solomon cligna des yeux, stupéfait. Présidentiel quoi? Puis son regard se posa sur la civière qu'on sortait, sur la silhouette immobile de Suzanne, entourée du personnel médical et d'un président Michael Vincent visiblement secoué. À cet instant précis, la confusion se transforma en reconnaissance. Sa mâchoire se détendit. « Suzanne » murmura-t-il à voix haute, stupéfait. Mais personne ne se tourna vers lui. Personne n'a donné d'explication. Le convoi rugissait dehors. La presse hurlait ses questions. Esther fut traînée vers une camionnette qui l'attendait. Ses cris étaient noyés dans les sirènes. Et Salomon, autrefois puissant, autrefois fier, se tenait au centre de la tempête, complètement invisible. La nouvelle est tombée avant le coucher du soleil, se propageant comme du bois sec dans le paysage social et politique nigérian. Tout a commencé par une vidéo floue, enregistrée par une jeune influenceuse à Emerald Plaza, montrant une femme en robe rouge poussant une autre femme en fauteuil roulant dans le grand escalier du centre commercial. Au départ, la vidéo a été partagée sous le choc. Lorsqu'une deuxième vidéo est apparue, montrant le président Michael Vincent criant « Appelez la première dame à l'aide médicale immédiatement », la nation était déjà en émoi. En moins d'une heure, toutes les grandes chaînes de télévision, émissions de radio et blogs n'avaient qu'un seul titre. L'épouse du président agressée au centre commercial d'Abuja, suspect en garde à vue. Et juste en dessous, un nom qui a stupéfié le public plus que l'incident lui-même. La victime identifiée comme étant Suzanne Charles Vincent, première dame de la République fédérale. Les réseaux sociaux ont craqué sous le poids des hashtags. Les hashtags Justice for Susan, First Lady Asso et Esther Johnson ont révélé que des millions de Nigérians, qui ignoraient jusqu'alors le mariage du président, regardaient et revoyaient des images choquantes, s'arrêtant sur l'expression du visage de Suzanne, la cruauté des pressions d'Esther, l'urgence des ordres du président. Ce n'était pas seulement de l'indignation, c'était une trahison de la confiance du public. L'idée que quelqu'un puisse s'en prendre à la première dame du pays en plein jour, devant témoins et avec un tel acharnement était impensable. Les présentateurs des journaux télévisés peinaient à suivre l'actualité. Les analystes publics débattaient de cette faille de sécurité. Et partout dans le pays, les citoyens ordinaires ont réagi avec fureur et incrédulité. Des manifestations spontanées ont éclaté sur les marchés d'Enugu et de Port Harcourt. Des groupes de femmes ont manifesté à Lagos, exigeant qu'Esther soit poursuivie avec toute la rigueur de la loi. À Kaduna, des étudiants ont veillé pour le rétablissement de la première dame. Des églises ont tenu des réunions de prière. Des mosquées ont réclamé justice. Même les médias internationaux se sont emparés de l'affaire, la première dame secrète du Nigeria agressée publiquement. L'opinion publique, autrefois froide et désillusionnée envers le gouvernement, s'est ralliée à une femme qu'elle connaissait à peine. On a déterré de vieilles histoires de dons à des orphelinats,
des initiatives caritatives et des rumeurs sur un mystérieux bienfaiteur, réalisant ainsi que Suzanne avait servi discrètement jusque-là. Ce qui choqua encore plus la nation fut le lien avec Solomon Austin. Alors que les journalistes d'investigation découvraient des détails sur l'ancienne vie de Suzanne et son divorce avec le banquier désormais célèbre, l'opinion publique passa de la sympathie à la fureur. Solomon et Esther furent qualifiés de méchants nationaux du jour au lendemain. Les titres des éditoriaux criaient « De l'humiliation à l'honneur », la Nigériane n'en avait jamais rien remarqué. Et dans les foyers, les écoles, les marchés et les bureaux de tout le pays, une question brûlait plus que les autres. Comment n'avions-nous pas su que cette femme était notre première dame? La salle d'audience était bondée. Les journalistes étaient alignés le long des murs, les équipes de tournage se disputaient les angles de prise de vue et les spectateurs, rivés à leur siège, attendaient avec impatience la dénonciation publique de 2 membres autrefois prestigieux de l'élite d'Abuja. L'affaire d'agression s'était transformée en scandale national. Et maintenant, alors qu'Esther Johnson était jugée pour avoir agressé la première dame de la République fédérale, la nation entière était à l'écoute, non seulement pour obtenir justice, mais aussi pour obtenir réparation. La surprise du jour, cependant, ne résidait pas dans la peine requise contre Esther, mais dans la direction qu'elle avait soudainement prise sous serment. D'une voix calme et claire qui résonna dans la salle d'audience, elle s'adressa à l'homme qui avait autrefois financé ses rêves, Solomon Austin. « Je n'étais pas la seule à savoir qui elle était, » dit-elle froidement, regardant le juge droit dans les yeux. Des exclamations de surprise résonnèrent dans la salle. Salomon le savait. Peut-être pas qu'elle avait épousé le président, mais il savait qu'elle ne méritait pas ce que nous avions subi. Il a encouragé l'humiliation. Il a orchestré la scène publique du divorce. Il l'a traité d'inutile, d'indésirable, et a même ri de sa disparition après l'accident. Elle s'est tue, la voix sèche et posée. Tout ce que je suis devenu, il l'a payé. Chaque relation que j'ai nouée, il l'a arrangée. Chaque mensonge que j'ai vécu. Il écrivit le texte. La cour se trouva plongée dans un silence stupéfait. Salomon, assis quelques rangs derrière avec son avocat, pâlit. En quelques heures, la déposition d'Esther a servi de base aux procureurs fédéraux. Les dossiers financiers de Solomon ont été rendus publics, révélant des transactions offshore douteuses, des comptes fictifs à Chypre et des contrats impliquant des conflits d'intérêts jusqu'alors passés inaperçus. La Commission des crimes économiques et financiers, EFCC, a immédiatement ouvert une enquête. Les conseils d'administration dont il faisait partie ont publié des déclarations communes rompant tout lien. Ses avoirs ont été gelés et son passeport révoqué. La banque qu'il avait autrefois saluée pour son leadership visionnaire a publié un communiqué de presse annonçant son licenciement avec effet immédiat en raison d'un risque pour sa réputation et de violations internes. En quelques jours, Solomon Austin est passé du statut de simple individu à celui de témoin exemplaire. Son manoir d'Azokoro a été saisi dans le cadre d'un audit fédéral. Ses voitures de luxe ont été saisies. Ses soutiens médiatiques ont disparu. Ses sponsors se sont retirés de la campagne sénatoriale qu'il avait planifiée. Il quitta un palais de 5 chambres pour un appartement d'amis exigus, prêté temporairement par un ancien collègue qui cessa plus tard de répondre à ses appels. Les murmures autour de lui devinrent inévitables. Les portes qui s'ouvraient autrefois sur un simple appel téléphonique restent désormais closes. Et tandis que le pays continuait de se rallier à Suzanne et d'exiger des comptes, Solomon restait assis en silence, regardant son monde s'écrouler, non pas sous l'effet d'un sabotage extérieur, mais sous le poids de ses propres décisions, de sa trahison et de son orgueil. La grandeur d'Azokoro n'avait jamais connu un moment pareil. Le jardin présidentiel, habituellement réservé aux déjeuners diplomatiques et aux réunions familiales privées, s'était transformé en un havre de paix composé de tentes blanches, de tissus fluides et de douces musiques instrumentales. C'était la première apparition officielle de la première dame Suzanne Charles Vincent depuis l'attentat qui avait profondément ébranlé le pays. Bien qu'assise dans son fauteuil roulant, vêtue d'une robe or et ivoire scintillant comme l'aube, Suzanne rayonnait d'une force qui se passait d'ovation. Sa seule présence a suscité un silence respectueux parmi les centaines de personnes rassemblées. Ministres, gouverneurs, responsables de la société civile, journalistes, directeurs d'orphelinats et citoyens venus de tous les États pour assister à cette journée. Un prix national de résilience et de service humanitaire avait été décerné en son honneur. Non pas parce qu'elle était l'épouse du président, mais en raison de ce qu'elle avait enduré et de la manière dont elle l'avait enduré.
Alors qu'elle était conduite sur scène par le président en personne, la foule s'est levée à l'unisson. Pas de protocole, pas d'annonce, juste du pur respect. Michael s'arrêta à côté d'elle tandis qu'elle inclinait le micro, la voix posée, le sourire doux. Je ne m'attendais pas à tout ça, commença-t-elle, mais j'ai appris que la douleur, transformée, devient un outil de compassion. Mon histoire n'est pas unique, beaucoup souffrent en silence. Mais aujourd'hui, je me tiens ici non pas en victime, mais en symbole de ce que la grâce peut devenir lorsqu'on choisit la paix plutôt que la vengeance. Les applaudissements furent tonitruants. Mais le moment le plus inoubliable ne vint pas du public, mais de la file inattendue de personnes attendant au bord de la pelouse, chacune tenant une rose blanche. Ils ont approché un à un d'anciennes connaissances de Suzanne. Un ancien collègue de son école à Guarimpa qui s'était moqué d'elle dans son dos. Un propriétaire de boutique qui l'avait renvoyé après son accident. Même une cousine plus âgée qui ne l'avait pas rappelé après le divorce. Chacun s'agenouilla devant elle, les larmes aux yeux, lui présentant ses plus sincères excuses. « Nous ne savions pas ce que tu portais », murmura l'un d'eux. « Nous avions tort. » Suzanne les accueillit tous avec un regard calme et un cœur ouvert, ses réponses se limitant toujours à un léger hochement de tête ou à un murmure. « Je te pardonne. » Et quelque part au bord du jardin, observant silencieusement dans l'ombre, se tenait Solomon Austin. Aucun garde ne l'escortait. Aucun nom n'était prononcé. Juste un homme brisé, tenant une lettre d'excuse qu'il n'aurait jamais le courage de remettre. La femme qu'il avait autrefois rejetée le surpassait désormais, non pas en taille, mais en dignité, en compassion et en grâce. Cette même femme qu'il jugeait indigne était devenue la fierté de la nation. La salle de bal du Centre international de conférences d'Abuja était baignée d'une douce lumière ambrée. Les murs tapissés de portraits d'enfants souriants venus de tout le Nigeria. L'occasion était le gala caritatif annuel du président, consacré cette fois à la collecte de fonds pour les enfants handicapés. La présence de la première dame Suzanne Charles Vincent avait été annoncée quelques semaines plus tôt, et l'impatience était palpable dans tout le Capitole. Depuis sa réapparition publique, Suzanne était devenue non seulement un symbole de force, mais aussi une source d'inspiration nationale. Ce que la plupart des gens ignoraient, c'est que depuis quelques mois, loin des regards du public, Suzanne suivait une thérapie de rééducation intense et douloureuse, menée en privé, nourrie par un espoir discret et une détermination sans faille. Ses médecins étaient stupéfaits de ses progrès, mais elle leur avait demandé de garder le silence. Elle ne voulait pas de pitié. Elle voulait du pouvoir, celui que l'on obtient en s'élevant selon ses propres conditions. Tandis que les invités arrivaient en tenue scintillante et que les flashs des appareils photos défilaient sur le tapis rouge, Suzanne fut conduite dans le hall par une entrée privée. La salle s'étudait dès son apparition, vêtue d'une robe bleu roi brodée de symboles de différentes tribus nigérianes. L'événement a débuté par de la musique, des discours et des performances d'enfants handicapés de 3 orphelinats que Suzanne soutenait anonymement depuis des années. Le président Michael Vincent a prononcé un discours émouvant, reconnaissant son épouse comme le moteur de la nouvelle initiative d'inclusion des personnes handicapées mise en place par son gouvernement. Mais c'est lorsque l'animateur a appelé Suzanne pour remettre le dernier prix de la soirée, une bourse destinée à un enfant paralysé de Borno, que le moment dont tout le monde se souviendrait à jamais est arrivé. Son assistante l'a conduite vers la scène, mais Suzanne a posé doucement une main sur l'accoudoir et a dit « Non. Aidez-moi à me lever, s'il vous plaît. » La salle se figea. Des murmures parcoururent la pièce comme des vagues. Le docteur Damalola, la kinésithérapeute de Suzanne, secrètement invité à assister à la réunion, se leva, les yeux écarquillés d'émotion. Michael, qui observait depuis le premier rang, s'agrippa au bord de son siège, incertain de la réalité. Avec l'aide de Suzanne, elle se redressa lentement. Le pied du micro était abaissé, mais elle l'ignora. Un pas tremblant en avant, puis un autre. La foule retenait son souffle. Elle ne marchait pas parfaitement. Son équilibre était instable. Ses jambes bougeaient avec effort, mais elle marchait. Les flashs des appareils photo ont brillé. Des bouches se sont ouvertes, incrédules. Et lorsqu'elle est montée sur le podium et a pris le micro, la salle entière a explosé en larmes et sous les applaudissements. Ce soir, dit-elle d'une voix ferme malgré les larmes aux yeux, je marche pour chaque enfant à qui l'on dit qu'il ne se relèvera jamais. Pour chaque femme mise à l'écart. Pour chaque âme qui se bat en silence. Je ne me tiens pas seulement debout, mais grâce à la foi, à la douleur et à mon objectif. Elle brandit la plaque de la bourse,
puis s'agenouilla lentement et l'attendit à l'enfant qui attendait à côté d'elle. Le garçon pleura. Sa mère pleurait. La pièce pleurait. Et quelque part, au bout du couloir, un homme brisé nommé Salomon se glissa discrètement par la porte de derrière, accablé par l'ampleur de ce qu'il avait perdu. Suzanne Charles Vincent n'a pas seulement survécu à la trahison, à l'humiliation et à la perte physique. Elle a surmonté tout cela. Et aux yeux de sa nation, elle n'était pas seulement devenue la première dame. Elle était devenue reine à part entière. Fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci d'avoir regardé.